Les combattants des forces israéliennes de la défense ont achevé l'encerclement de la ville de Gaza, centre de l'organisation terroriste du Hamas. Au cours des dernières heures, l'artillerie et les forces d'infanterie, en coopération avec l'armée de l'air, ont attaqué les bases, les quartiers généraux, les points de concentration et d'autres infrastructures terroristes utilisées par le Hamas et ses terroristes. Voilà, ça c'est dans la déclaration. On reçoit beaucoup d'images de plus en plus, n'est-ce pas Michel Goya, de ce qui se passe apparemment vraiment, surtout le pourtour, en tout cas une grande partie du pourtour de Gaza où on se bat. Et on se bat avec beaucoup d'intensité. Regardez ces images qui sembleraient témoigner, il y a toujours une incertitude, il faut parler très au conditionnel, mais on est en tout cas dans un environnement urbain qui semble être les faubourgs de Gaza. Oui, c'est-à-dire que là, concrètement, les Israéliens ont engagé 3 brigades sur 8. Une brigade, c'est 3000 hommes, donc vous avez à peu près entre 8 et 9000 hommes qui ont pénétré dans la bande de Gaza avec les colonnes blindées que j'évoque régulièrement. Donc c'est fait ces grosses phalanges qui avancent à 100 mètres par heure à peu près. Donc ils ont abordé Gazaville par trois bords. Ils ont coupé la bande de Gaza en deux. Ils sont passés, pour l'instant, on était sur les zones les moins urbanisées. Donc là, ils sont en train de cerner vraiment Gazaville, qui, là, pour le coup, ce sera beaucoup plus difficile. Ce sera un combat qui sera beaucoup plus serré. La vraie bataille commence maintenant. La grande bataille. Oui, alors attention, parce que c'est déjà très violent. Pendant la guerre, il y a eu 3 semaines de combat à l'intérieur de la bande de Gaza en 2014. En moyenne, alors désolé pour cette statistique macabre, mais il y avait 3 soldats israéliens qui étaient tombés chaque jour en moyenne. Là, on est déjà à 5-6 par jour. D'accord. Ce qui montre déjà. Aujourd'hui, on a appris la mort d'un 17e soldat israélien. Sachant que quand je dis en 2014, c'était déjà une surprise. Les Israéliens étaient déjà surpris de la violence des combats et de la résistance du Hamas. Et donc là, on est à un niveau de violence qui est en réalité encore supérieur. Donc là, oui, ils progressent. Tout est conforme dans le plan. Tout est très classique. En réalité. Donc ils vont continuer à progresser comme ça. Ça va prendre encore des jours, des semaines pour au moins prendre le contrôle, j'allais dire presque superficiel de l'ensemble de la ville. Et puis après succédera une phase de contrôle beaucoup plus. Est-ce qu'il y aura une forme de siège? Parce qu'on dit encercler. J'imagine qu'il y a un moyen d'attaquer en ayant de grandes pénétrantes. Il y a un autre moyen qui est le siège. Est-ce que faire le siège de Gaza est possible? Déjà, la bande de Gaza est déjà assiégée de fait. Mais la ville, la ville de Gaza, non, il faudra y aller. Il faudra y aller à l'intérieur. Le but, c'est toujours de détruire les infrastructures du Hamas, de démanteler autant que possible le Hamas et son armée. Pour ça, il faut aller à l'intérieur. Donc il faut pénétrer sur les artères avec les colonnes blindées, puis après fouiller autant que possible toutes les structures, taper, et après en dessous pénétrer dans les tunnels, etc. Donc ça va demander beaucoup de temps. C'est un travail très méthodique. Et quand je parle du temps, je dis à chaque fois attention parce que le chrono tourne. Et que Israël ne peut pas mener, je le rappelle toujours, d'opérations. On n'est pas en Ukraine là. Israël ne peut pas mener d'opérations longues à grande échelle pendant des mois et des mois. Oui, j'en profite pour saluer Elie Korchia. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. On rappelle que vous êtes le président du Consistoire central de France. On l'a vu, les soldats israéliens qui sont sur le point d'entrer dans Gaza, on sait qu'ils sont très jeunes. On rappelle 17 soldats qui sont morts depuis le début de cette entrée dans la bande de Gaza. Ils ont entre 19 et 21 ans, c'est ce qu'on apprenait. Exactement. Ce sont des jeunes filles et des jeunes garçons qui, en général, après leur bac, alors que nous, nos jeunes en France, rentrent à l'université, eux, très très souvent, ils rentrent à l'armée. Ils font une période d'armée, et donc qui les soude aussi les uns les autres. C'est toute une génération à chaque fois qui arrive en même temps à l'armée. Et là, ils traversent la pire épreuve pour des jeunes qu'on puisse imaginer, puisque c'est la pire des guerres, celle qui a été déclenchée par le Hamas, et sans doute la pire des guerres en Israël, la plus traumatisante aussi après le 7 octobre. Donc toute cette génération de jeunes se serrent les coudes, et ce sont eux en ce moment qui sont en train de rentrer dans la zone de guerre. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, chaque jour il y a un lot de décès dramatiques. Beaucoup de réservistes sont rentrés de partout dans le monde, n'est-ce pas? On sait que la France est, je crois, la 2e ou 3e plus importante communauté juive du monde.
troisième du monde. Après Israël et les États-Unis. Est-ce que beaucoup de Français de confession juive sont partis combattre en Israël, à votre connaissance? Ceux qui sont franco-israéliens et qui avaient fait leur alia ou qui sont partis vivre en Israël au cours des dernières années ou dont la famille est partie vivre en Israël, évidemment. Vous en connaissez vous-même? Bien sûr. Ils sont partis parce que ce sont des Israéliens aujourd'hui et donc ils font partie évidemment de celles et ceux qui se sont engagés et on a vu beaucoup de personnes dans le monde entier, vous avez raison, soit des réservistes, soit des jeunes. Ça, je crois que c'est un exemple de la démocratie aussi israélienne et de cette jeunesse. C'est-à-dire qu'on a vu des jeunes qui étaient peut-être en vacances en Thaïlande ou à Rio de Janeiro et qui se sont dit le pays est en guerre. On rentre en Israël parce que c'est le pays qui est face au terrorisme du Hamas et c'est le pays qu'il faut sauver. On entendra tout à l'heure l'autre point de vue, qui est le point de vue du monde arabe et du monde palestinien, à travers aussi les analyses de Meriem Amelal, qui va nous rejoindre, journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Et on va voir aussi les très grandes pertes civiles. Il y a un bain de sang à Gaza, cette fois on parle des civils palestiniens. Dans un camp et dans l'autre, on sent ici qu'on est juste avant, n'est-ce pas, le grand saut dans une bataille majeure. Oui, c'est vrai, c'est d'une grande tristesse. On ne parle pas non plus des atrocités commises par le Hamas en Israël aussi. Je trouve qu'il y a une sorte de compassion à sens unique, vous voyez. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a eu beaucoup de souffrance à cause de ces actes terroristes du Hamas. Et aujourd'hui, on voit bien que l'opinion internationale, les États-Unis, tout le monde se dit attention, il y a un bain de sang. Personne ne conteste le droit d'Israël de se défendre, bien évidemment. C'est très important. C'est pour ça que certains ne veulent pas parler du cessez-le-feu et ils ont raison. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a une compassion vis-à-vis des civils, des enfants qui sont dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, que ce soit les États-Unis ou les puissances occidentales, on est en train de dire qu'il faudrait effectivement une sorte de trêve humanitaire. Et même Israël, je cru entendre les responsables israéliens dire on est prêt à réalimenter en fuel, en carburant, l'hôpital de Gaza si cela est nécessaire. On y reviendra longuement, mais d'abord sur la violence des combats, n'est-ce pas, Émilie? L'armée israélienne le dit, l'exprime à quel point, ça y est, le combat a franchi un seuil. Oui, regardez d'ailleurs où se situait lundi l'armée israélienne. Elle occupait environ 10 km de la bande de Gaza, donc au nord-ouest, un tout petit peu au nord-est et au centre. Regardez ces positions qui ont triplé en 3 jours. L'armée israélienne a beaucoup progressé, notamment au centre. C'est là que Tsahal a le plus avancé. Elle a quasiment atteint la mer et coupé l'enclave en deux. Vous le disiez, les combats sont extrêmement intenses. L'armée israélienne a affirmé ce matin avoir tué des dizaines de combattants du Hamas à Gaza dans la nuit. Écoutez le porte-parole de Tsahal qui témoigne de la violence de ces combats. On a des combats au corps à corps. Les combattants des forces de défense israéliennes continuent de progresser dans la ville de Gaza et mènent des combats au corps à corps avec les terroristes du Hamas et approfondissent les combats. Au cours de la nuit, les forces ont combattu de nombreux terroristes qui ont tenté de leur tendre une embuscade. Au terme d'une bataille qui a duré plusieurs heures et qui comprenait des combats au sol et des tirs d'appui d'avion et d'un navire lance-missiles, de nombreux terroristes ont été tués. Les combattants des forces de défense israéliennes continuent de percer les lignes de défense du Hamas dans le nord de la bande de Gaza et de prendre le contrôle des territoires centraux. Nous continuons à intensifier l'activité et à avancer selon le plan et les objectifs que nous nous sommes fixés. Là-bas. Voilà, le corps à corps, n'est-ce pas? C'est évidemment le mot qu'il faut retenir. On en est là, on est au corps à corps. C'est vraiment l'affrontement le plus direct. Oui, c'est du combat rapproché, bien sûr. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut pénétrer dans les maisons, dans les bâtiments. Alors, vous voyez, là, on voit beaucoup de véhicules, donc ça permet d'approcher, ça permet d'aller sur les grands axes. Mais à un moment donné, il faut en descendre et puis aller fouiller les bâtiments qui peuvent être piégés. Vous avez déjà énormément d'engins explosifs qui ont été décelés. Devant les colonnes, vous avez des engins du génie qui ouvrent des voies pour éviter justement, et derrière les colonnes suivent, pour éviter justement de passer sur ces zones minées. Mais vous aurez beaucoup de morts, parmi les fantassins qui iront au contact. Ce sont eux qui paieront le prix le plus important. Mais c'est vrai que, généralement, je parle sous votre contrôle, mais les Israéliens, on va dire, ne sont pas habitués, ne supportent pas qu'il y ait des morts dans l'armée. Comme, je dirais, plus qu'une autre population, puisque, voilà, quand il y a 2, 3, 4 soldats, c'est un événement en Israël. Là, j'ai l'impression que, comme vous l'avez dit, ce qui s'est passé le 7 octobre fait qu'il y a dans la population israélienne l'idée d'une guerre existentielle. Vraiment, c'est en gros, on n'a nulle part où aller, autre que notre pays, et donc on va faire cette guerre, et les autorités israéliennes ont bien dit, ça sera long
est très dur, très difficile sur le plan du bilan. Donc, je crois que pour la première fois, les Israéliens sont prêts à avoir un bilan lourd parce qu'ils savent que c'est la guerre, je dirais, avec un grand L depuis 60 ans, 70 ans. Avec un danger à chaque rue. Vraiment, chaque rue est un guet-apens, chaque absolument. tunnel. A priori, en tout cas, les hommes du Hamas sortent de partout. Les combats sont extrêmement difficiles. C'est le ministre israélien de la Défense qui s'est exprimé à ce sujet aujourd'hui. Les soldats décrivent ce qu'ils rencontrent partout. Les terroristes sortent des puits, des tunnels souterrains situés sous les bâtiments, sous les hôpitaux, sous les écoles. Les soldats voient tout. Gaza est une base du terrorisme et du mal. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain, on aimerait que vous décortiquiez avec nous, colonel Goya, une séquence. Elle a été envoyée par le Hamas où on voit clairement finalement les soldats qui sont en embuscade. Alors on va peut-être la voir dans un instant parce que ça va être un peu dur pour vous de la décrire. Voilà, là on la voit. Comment ça se passe précisément dans ce que vous voyez là? On voit qu'ils sont cachés dans des tunnels, dans des trous. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe? On leur envoie des combattants en civil. Notez bien que ça c'est important parce que rien ne distingue finalement d'un civil. Une fois qu'ils ont déposé leur arme, ils deviennent civils. En termes de droit international, donc ça devient très compliqué en face. Ils partent avec des lance-roquettes, des RPG-7, voilà, et ils vont... Voilà, ils sortent d'un tunnel, donc ils sont peut-être même à l'extérieur de la ville. Là, ils tirent sur un véhicule blindé, un Hammer, un véhicule d'infanterie, et ils touchent. Donc, ce qui est très compliqué, c'est que finalement, dans toute cette zone, vous n'avez pas une densité de combattants qui est très importante. Vous avez, même dans la zone urbaine, vous avez plusieurs mètres cubes. Dans un kilomètre cube, vous avez quelques centaines d'hommes. Ça fait beaucoup de place, donc ils peuvent se déplacer partout. Il faut, pour les Israéliens, pour les combattants soldats israéliens, il faudra tout fouiller, surveiller en haut, en bas, les tunnels. Ils vont s'infiltrer, ils vont passer derrière, ils vont attaquer. Alors c'est un combat très particulier parce qu'on est sur des gens qui ne sont pas des soldats réguliers, des gens qui sont motivés jusqu'au suicide, quasiment, presque tous. Ils combattent jusqu'à la mort. Donc du coup, ils peuvent on peut les laisser combattre un peu tout seuls de manière décentralisée. Vous aurez des gens qui vont se laisser dépasser dans certains bâtiments et qui vont se faire exploser par la suite contre les soldats israéliens, etc. Et ils s'en vantent, n'est-ce pas? C'est très intéressant parce que ce sont des images, il faut souligner, de la propagande du Hamas. Et donc, il y a une fierté, si j'ose dire, en tout cas, ils veulent montrer leur système de tunnels. On a tellement dit que pour eux, c'était une sorte d'assurance de combat pour ces combattants islamistes. Ils s'en vantent. Ce sont aussi des images qui ont pour but de faire oublier les scènes ignobles que là, pour le coup, ils ne montrent pas, qui sont celles du 7 octobre en Israël. C'est-à-dire que là, on a le sentiment de voir une armée au combat. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est aussi ça le Hamas. C'est-à-dire que c'est une organisation terroriste qui a commis des choses abjectes qu'on avait peut-être jamais vu, en tout cas dans l'histoire des 2 siècles précédents. Et là, il se montre, on pourrait presque croire que c'est une scène de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est ça le paradoxe incroyable, c'est que c'est à la fois une guerre avec des chars, avec des fantassins, avec des moyens lourds, comme en Ukraine et en Russie, sauf que la différence, c'est qu'en Ukraine, les populations civiles sont parties, alors que là, elles sont toujours là. Vous soulignez cela, n'est-ce pas? Ce sont des islamistes, mouvements terroristes, haineux, etc. Mais ce ne sont tout sauf des mouvements dépourvus de moyens. C'est une armée, c'est en même temps une véritable armée, et ces images l'attestent. Oui, c'est une armée qui a été alimentée depuis des années par le Qatar, qui se veut grand médiateur. Il touche des milliards d'euros, de dollars de tous ces régimes qui veulent la destruction d'Israël, très clairement. Donc il y a un européen qui a dû finir par ruisseler là aussi. Voilà, là aussi, nous n'avons pas été assez attentifs là où allait l'argent. L'autorité palestinienne, dont on sait qu'elle est très corrompue, avec de l'argent qui forcément est allé vers le Hamas. Et surtout, le Hamas à Gaza. Les associations du Hamas à Gaza, ça a ruisselé. Bien sûr, et donc c'est pour ça qu'on dit que cette guerre va être très lourde. Et d'ailleurs, le Premier ministre israélien a dit que le prix à payer serait très très lourd. Il a même évoqué ce qu'il a appelé la seconde guerre d'indépendance. Donc on voit bien aujourd'hui que c'est une véritable guerre contre le terrorisme, et qu'il s'agit d'éradiquer le Hamas. Et force est de constater, hélas, avec des dommages collatéraux qui sont extrêmement dramatiques, qu'on a
tué environ 130 terroristes du Hamas. La tâche est lancée. Ils sont là-bas et je crois que l'objectif, c'est effectivement d'éradiquer ce mouvement terroriste. Et je crois que c'est pour cela qu'Israël veut continuer cette offensive. En termes de symboles, on va parler tout à l'heure de cette grande opposition de nouveau qui est en train de s'imposer devant nous, le monde, le Sud global versus l'Occident. Est-ce que c'est un symbole, hélas pour nous occidentaux, le fait qu'une armée entre guillemets du Sud, une armée d'islamistes, de terroristes, soit bien mieux armée que les Occidentaux le pensaient et que l'Israël le pensait? Enfin, c'est pas une surprise. Hein. Non, c'est pas une surprise. Le 7 octobre a été une surprise pour Israël. Ça, bien sûr. Non, mais que le fait que le Hamas soit équipé, soit une armée, c'est une armée qui a tout un arsenal de roquettes, qui peut tirer sur des villes, qui peut tirer jusqu'à Tel Aviv. C'est une armée qui est bien équipée, qui a monté en puissance beaucoup, en réalité, au milieu des années 2010, au moment où l'Égypte était gouvernée par les frères musulmans. Et là, ça a été un peu porte ouverte, et ils ont beaucoup reçu d'équipements en ce moment-là. Mais vous avez le Hezbollah qui est encore plus puissant que le Hamas, qui est beaucoup plus puissant que le Hamas, qui a tenu tête à toute l'armée israélienne en 2006. Vous avez l'État islamique qui a été également une organisation armée, d'une certaine façon aussi un proto-État, et avec des moyens militaires permettant de défier des armées régulières. Donc ça, vous avez les Houthis, par exemple, au Yémen aussi, qui sont un peu dans cette catégorie. Donc vous avez une montée en puissance de certaines organisations armées et qui sont capables de défier dans des terrains favorables des armées comme la nôtre. Avec des morts israéliens, on l'a dit, brutalité des combats, 17 morts pour l'instant, mais aussi beaucoup de morts civils palestiniens, des milliers, dit la Maison-Blanche. Il y a beaucoup de bilans qui sont donnés. La Maison-Blanche évalue à des milliers, donc c'est dire, la Maison-Blanche, ami d'Israël, le fait qu'elle le dise en soi est ici un élément. Et les dernières heures le montrent, beaucoup de civils palestiniens tués ou blessés, Émilie. Alors là, c'est une information du Hamas qui rapporte la mort de 27 personnes dans une frappe près d'une école. C'était aujourd'hui. La frappe aurait touché cet après-midi le camp de réfugiés d'Al-Shati, qui est situé dans le nord-ouest de l'enclave palestinienne. C'est ce qu'a affirmé le ministère de la Santé de la bande de Gaza, qui est, on le rappelle, contrôlée par le Hamas. Le bilan de 27 morts donc, ne peut pas être vérifié pour le moment de sources indépendantes, mais sur des images qui nous parviennent de l'agence France Presse, en tout cas, on peut voir de nombreux corps ensanglantés, gisant sur le sol près d'une école. Et dans cette école, s'étaient réfugiés de nombreux civils. Donc on ne sait pas encore d'où est partie cette frappe, mais en tout cas, ce sont les informations dont on dispose. Une frappe sur un autre camp de réfugiés, cette fois le camp Bourej. Là, on est à 14 km au sud de Jabalia. Là, c'est un autre bombardement qui aurait détruit une vingtaine de maisons et fait au moins 15 morts, selon la défense civile de Gaza. Autre image du jour aussi qui témoigne encore une fois de ces bombardements dans la bande de Gaza, et une preuve de plus du désastre qui se produit sur place. Vous avez ces centaines de personnes qui font la queue devant une boulangerie qui a été détruite. La devanture est complètement au sol. On est dans la ville de Nuseirat, dans le centre de Gaza, et là les Palestiniens font la queue devant une boulangerie qui est devenue un dépôt de pain. Sur place, les Gazaouis appellent à un cessez-le-feu. Des hommes, des femmes qui témoignent aujourd'hui de la dureté de ces bombardements dans la bande de Gaza. Écoutez. Nous sommes venus ici pour nous mettre à l'abri, mais nous ne pouvons pas dormir. Tout le monde est terrifié, les enfants, les femmes et les personnes âgées. Et il y a des patients parmi nous. Nous ne savons pas où aller. Nous avons été évacués de nos maisons, mais nous avons peur ici aussi, à cause des missiles. Ce n'est pas une vie. Nous avons besoin d'un endroit sûr pour nos enfants. Nous demandons un cessez-le-feu. C'est la chose la plus importante. Nous ne pouvions plus tolérer la situation après 27 ou 28 jours. Vous nous avez rejoint, Mariam Madame. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, vous êtes notre consoeur aux commandes du Journal de l'Afrique et de Orient Express. Vous entendez aussi, n'est-ce pas, toutes les réactions dans le monde arabe et musulman. Ce qui est en train de se passer là, on l'a dit, les bilans sont toujours discutables, mais la Maison-Blanche, qui n'est pas soupçonnable d'être ennemie d'Israël, qui dit des milliers de morts civiles, ça résonne évidemment, c'est un écho colossal dans le monde arabe. Absolument, c'est un écho colossal, et ça crée une espèce d'union sacrée, même s'il y avait des divisions dans ce monde arabe, et on voit que ces divisions commencent complètement à disparaître. Il y a une espèce d'union, on oublie les différences, et
on s'unit pour la solidarité avec la cause palestinienne. On l'a vu aussi sur le front, il y a une milice sunnite qui avait disparu à la fin de la guerre civile au Liban, qui réapparaît et qui apporte son soutien au Hezbollah chiite. Donc on voit qu'il n'y a plus vraiment de division, y compris sur le front. Même les ennemis, n'est-ce pas, même ceux qui se détestent le plus, ça c'est toujours un révélateur dans toutes les situations du monde, n'est-ce pas? Même les ennemis historiques se tiennent la main dans la cause palestinienne. Absolument, se tiennent la main dans la cause palestinienne. Je vous parlais des milices sunnites qui rejoignent les milices chiites, mais il y a aussi une union entre les chrétiens et les musulmans. On a vu aussi des popes orthodoxes qui prennent la parole pour soutenir les musulmans. L'un d'entre eux disait que si on interdisait de faire l'appel à la prière, que lui montrait au sommet de son église pour faire lui-même l'appel à la prière, ce qui est assez fort et assez symbolique. On voit vraiment qu'il y a une unanimité ici pour cette cause palestinienne et contre ces bombardements. Élie Korchia, votre regard sur ces images, le mot, on va voir, il y a des mots très durs, on va le voir avec Émilie, l'ONU, alors très critique, c'est pas une nouveauté, mais qu'il y a des mots extrêmement durs en parlant de génocide, on va voir ce que ça implique, mais sans aller pour l'instant là, la disproportion, beaucoup disent, c'est disproportionné. Comment est-ce que vous l'entendez? Ces images, elles sont très dures, mais on s'y attendait malheureusement. C'est-à-dire que quand on a vu le déclenchement de cette guerre terrible, vous avez raison de dire que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait jamais eu des scènes quasiment de pogrom telles que ça a été fait. Là, on a vu les images de propagande avec des soldats qui se présentent comme des combattants et des soldats. En fait, le 7 octobre, on n'a pas vu de soldats aller à la régulière, des soldats réguliers qui vont lutter contre un autre pays. On a vu des terroristes qui sont rentrés dans des villages, dans des kibboutz, qui avaient toujours prôné la paix avec Gaza et les pays arabes, et qui ont tué des femmes, des enfants. Avec une sauvagerie épouvantable, il faut toujours le rappeler, vous avez raison. Mais vous, personnellement, est-ce que vous approuvez à 100% cette opération militaire telle qu'elle est menée? Je crois que la question aujourd'hui, c'est la suivante, avec 3 points. Premier point, en déclenchant la guerre terroriste qu'ils ont déclenchée le 7 octobre, le Hamas savait parfaitement bien à quoi il exposait la bande de Gaza, et notamment Gaza City où il se cache. Deuxièmement, malheureusement, on le sait très bien, c'est pas une nouveauté, mais le Hamas se moque complètement des civils de Gaza. Et on va le voir. Il le dit d'ailleurs, un des responsables, rappelez-vous la déclaration il y a 48 heures d'un des responsables du Hamas qui a dit, nous, de toute façon, ceux que nous protégeons, ce sont les terroristes, c'est-à-dire ce qu'ils appellent eux les combattants du Hamas. La population civile, ils s'en moquent. Et d'ailleurs, les milliards, vous parlez d'argent, c'est important. Celles et ceux qui nous écoutent savent très bien que ce sont des milliards qui ont été donnés depuis ces 15 dernières années à Gaza, et notamment dirigés par le Hamas, qui a mis main basse contre l'autorité palestinienne sur la bande de Gaza. Ce qui est terrible, c'est qu'ils n'ont pas financé d'abris. Mais Élie Korchia, s'il y avait des abris, il n'y aurait pas autant de morts. On parle maintenant de la riposte israélienne. Israël est une démocratie, donc on peut librement débattre si cette riposte est à 100% justifiée, proportionnée, etc. Votre avis à vous? Vous la soutenez à 100% comme ça? Depuis 3 semaines, que j'étais en Israël il y a 10 jours, d'accord? J'ai été voir les familles de victimes, les familles d'otages, et j'ai été sur place. Ça fait 3 semaines qu'Israël, pas à pas, jour après jour, a tout fait pour faire partir le maximum de civils. Rappelons qu'il y a plus d'1 400 000, sous votre contrôle, plus d'1 400 000 Gazaouis qui, à la demande d'Israël, sont partis de Gaza City. Pourquoi? Parce qu'il fallait libérer le terrain. Vous avez dit, c'est des terroristes qui peuvent sortir de n'importe où pour tuer des soldats de Tsahal. Donc il fallait libérer le terrain au maximum. Mais on savait très bien que quand Israël allait rentrer dans Gaza, et on n'en est pas encore au tunnel, et c'est une guerre à plusieurs niveaux, si j'ose dire, littéralement. Mais on n'en est pas encore là. On savait qu'on allait voir des images comme ça. Est-ce que autrement, une autre manière de faire serait possible? Certains disent, par exemple, comme des actions terrestre aussi. Voilà, les opérations commando pour tuer méthodiquement les chefs du Hamas. Israël sait le faire, peut le faire, il le montre d'ailleurs, il commence à le faire. Est-ce qu'il pourrait faire cela et économiser de terroristes du Hamas qui sont aujourd'hui, qui en servent? Et n'oubliez pas tous ceux qui se cachent sous des hôpitaux, sous des bâtiments publics. Michel Goya, est-ce qu'une autre stratégie serait possible? Je ne suis pas un grand partisan des campagnes de frappe massive de cette façon. Je me suis livré à un petit calcul du nombre de morts que ça pouvait réellement faire, parce qu'on a malheureusement beaucoup d'expérience en la matière, et j'aboutis à des chiffres qui ne sont pas du tout ceux qui sont présentés par le ministère de la Santé palestinien, très largement, mais qui, pour moi, sont malgré tout, c'est plusieurs milliers de morts,
morts, incontestablement, civils. On parle de plusieurs milliers quand même. Oui, c'est énormément de morts. C'est ce que dit aussi la Maison-Blanche. Mon estimation, c'est qu'il y en a à peu près 2000. Mais pour moi, c'est 2000 de trop. Même si... Il y a surtout des enfants parmi eux aussi. Oui, la moitié de la population a moins de 18 ans. Donc, mécaniquement, vous tuez énormément d'enfants de cette façon. Et puis, accessoirement, vous fournissez des images comme ça. Et ça, c'est à la fois, je ne suis pas sûr que ce soit très moral. Je ne suis pas sûr que ça... On est vraiment en limite en termes de droit international. Et en plus, je pense que c'est contre-productif. Voilà, vous tuez des innocents, vous tuez même si c'est pas votre intention. Des vocations de vous fabriquez des combattants ennemis, pas peut-être aujourd'hui, mais plus tard, qui viendront. Et en même temps, vous provoquez une indignation. La question de la santé des hôpitaux, vous soulignez ce point, n'est-ce pas, que souvent les hôpitaux, il y a un mélange des hôpitaux et des infrastructures, mais évidemment le fait que des hôpitaux soient frappés, ça suscite des réactions. Absolument, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui se montre très très inquiète. Voici ce qu'elle affirme: 14 des 36 hôpitaux à Gaza ne fonctionnent pas, ainsi que 2 centres spécialisés. Regardez ce que dit le directeur de l'Organisation mondiale de la santé. En fait, les hôpitaux qui restent ouverts sont surchargés de 40% de patients en plus. Donc on le voit sur place, la situation est très inquiétante. On va écouter le directeur de l'hôpital Al-Shifa. Lui, il dit que l'hôpital est tout simplement au bord de l'effondrement. C'est le dernier appel. Nous ne sommes qu'à quelques heures de l'arrêt du général principal du complexe médical Al-Shifa. L'hôpital fonctionne actuellement avec des capacités très limitées. Al-Shifa est le plus grand complexe médical du ministère de la Santé et dessert non seulement les patients hospitalisés et les blessés, mais aussi l'ensemble de la population de la bande de Gaza. Les patients souffrant de maladies chroniques et de blessures graves dépendent de cet hôpital. Myriam, la question des hôpitaux, on a compris que dans un certain nombre de cas, il y a des infrastructures du Hamas sous les hôpitaux, près des hôpitaux, mais il y a une pesée d'intérêt. Est-ce que selon vous, Israël le fait correctement ? Alors évidemment, bombarder des hôpitaux, on voit tout ça, on est tous choqués. Après, l'argument, c'est de dire qu'il y a des combattants du Hamas qui se cachent dans ces hôpitaux. En revanche, ce sont effectivement des personnes qui viennent parce qu'ils ont été bombardés, parce qu'ils sont blessés, ou parce qu'ils se réfugient dans l'hôpital pour justement ne pas être bombardés. Donc évidemment, ça pose question et ça pose problème. Pour revenir à la déclaration qu'on vient d'entendre, il y a aussi une déclaration un peu plus tôt dans la journée d'un des responsables du Hamas qui tire la sonnette d'alarme notamment sur un hôpital turc, en tout cas en partie turc, qui soigne les enfants du cancer et qui dit cet hôpital est complètement fermé, que tous ces enfants n'ont plus de traitement. Et c'est aussi l'argument qui est avancé régulièrement. Il y a un désastre humanitaire, ça c'est certain, un désastre humanitaire. Désastre humanitaire, et qu'il faut évacuer ces malades d'urgence. Comme il y a eu une première évacuation hier, faut aussi poursuivre les évacuations, notamment de ces malades atteints du cancer. Oui, hier, pour la première fois, la frontière a été ouverte entre l'Égypte et Israël pour évacuer 90 Palestiniens blessés graves. C'est encore trop peu, c'est ce que dit l'OMS. Absolument. On a le bilan régulier du nombre de morts, mais il y a aussi les blessés graves, ceux qui vont mourir faute de soins. Ces blessés-là, il faut aussi les évacuer, il faut aussi les traiter rapidement. C'est vraiment la question humanitaire qui est urgente et qu'on doit traiter immédiatement. Et c'est pour ça que j'ajoute que le monde arabe est parfois aussi étonné et choqué et même en colère après les grandes puissances des pays arabes autour, notamment l'Arabie saoudite, qui préside la Ligue arabe et qui appelle à une réunion d'urgence le 11 novembre. Alors on entend ici et là dire il y a des urgences médicales, il y a des enfants qu'il faut évacuer, il y a des malades, il y a des blessés graves et la réunion d'urgence a lieu le 11 novembre. Donc il y a aussi cette colère qui est suscitée par toutes ces images d'horreur et toutes ces urgences et tous ces appels d'ONG, aussi bien d'ONG que du personnel médical sur place. L'effet de ces images, Guillaume, dans le monde arabe et musulman, on le rappelle toujours, le Hamas a commencé, même s'il y a toute une histoire précédente, mais le Hamas a commencé par une attaque islamiste d'une sauvagerie inouïe, mais beaucoup de musulmans et d'arabes dans le monde ont l'impression que la vie d'un habitant de Gaza, c'est leur sentiment, vaut moins
aux yeux des Occidentaux que la vie d'un Ukrainien, que la vie d'un Israélien, que la vie d'un Américain. C'est d'ailleurs la déclaration quasiment mot pour mot de la reine Rania de Jordanie, personnalité, je crois, écoutée dans la région, qui disait il y a un deux poids, deux mesures, c'est-à-dire les Occidentaux sont davantage choqués par les morts israéliens que par les morts à Gaza. Moi, j'ai envie de vous dire que pour le Hamas, tout se passe comme prévu. C'est-à-dire que on voyait le directeur de cet hôpital, l'armée israélienne affirme, et Didier François, qui connaît bien la région, qu'on voit souvent sur ce plateau, disait que c'était parfaitement crédible, que l'état-major, le quartier général du Hamas, était sous cet hôpital. Donc, évidemment qu'il y a une débauche de morts civiles et que c'est épouvantable. Et la question, c'est de mettre un signe égal, en fait, entre les morts des deux côtés. Mais moi, il me semble qu'il y a quand même, dans ce conflit, un agresseur et un agressé. La question, c'est, Israël pourrait-il faire autrement? Y a-t-il des stratégies militaires alternatives? Mais il y a des victimes peut-être, mais en tout cas, pour l'instant, on ne les a pas vues. Oui, il n'empêche qu'on posait la question au porte-parole de Tsahal il y a quelques jours. On lui demandait, mais s'il y avait des terroristes cachés sous un hôpital en Israël, que ferait Tsahal? Il disait, là, on y réfléchirait à deux fois. La preuve quand même qu'une vie palestinienne ne vaut pas celle d'une vie israélienne. Non, je crois qu'il y a deux choses. Évidemment que c'est une stratégie morbide et mortifère. Quand des terroristes cachent des arsenals, voire des infrastructures sous un hôpital, on voit bien à quel niveau on est. Le problème qu'il y a, c'est que la guerre qui a été déclenchée par le Hamas fait qu'Israël, de toute façon, et je crois que tout Israël en a conscience, c'est une guerre, vous disiez existentielle, c'est une guerre de survie. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas que le Hamas surarmé, 7000 roquettes qui ont été tirées depuis 3 semaines sur Israël. S'il n'y avait pas le dôme de fer, ce serait des dizaines de milliers de morts. Donc si Israël ne vainc pas le Hamas, mais jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque dans chaque tunnel, c'est pour ça que ça va être long et que c'est une opération longue, s'ils ne débusquent pas chaque leader du Hamas, chaque infrastructure, et s'ils ne détruisent pas ce qui fait aujourd'hui la force du Hamas, ils savent que dans 1 an ou dans 2 ans, il y aura de nouveaux pogroms. Dans les sentiments des populations, est-ce qu'il ne faut pas cependant souligner, ça fait mal de le dire, ça fait mal de l'entendre, qu'il y a un certain nombre d'Israéliens qui, le mot de vengeance a été prononcé, de la même façon d'ailleurs que quand il y a des attentats en Israël, on assiste à des scènes de liesse traditionnellement dans des territoires palestiniens qui dépassent les seuls islamistes. La haine, de part et d'autre, est une réalité de cette région. Il ne faut jamais le sous-estimer non plus. Oui, et la tragédie, et on le ressent tous, on le ressent sur les plateaux, on le ressent en discutant avec des gens autour de nous. Il y a une sensibilité, il y a une tristesse de part et d'autre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a de part et d'autre des gens qui vont très très loin et qui sont, je dirais, irrattrapables dans la volonté de se venger, dans des haines qui sont ancestrales, qui étaient latentes. Moi, je crois que voilà, pendant des années, le gouvernement israélien, notamment celui-là, a cru qu'on pouvait se débarrasser de la cause palestinienne. Des pays arabes s'en sont moqués également, en disant tout ça finit. On fait des accords commerciaux, les accords d'Abraham. Tout ça n'est pas si ancien. C'est bientôt le 11 novembre. Il faut quand même rappeler le monde où il fut un temps où, quand il y a des bombardements français frappaient l'Allemagne ou vice-versa, c'était reçu comme une bonne nouvelle dans la population de l'autre camp. On ne peut pas dire qu'à l'époque, on disait « Ouh là là, des civils sont morts ». Il faut rappeler cette réalité-là. C'est la réalité de la guerre actuellement au Proche-Orient. Oui, et pour terminer, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que quand on discute avec pas mal d'Israéliens, enfin en tout cas ceux avec qui j'ai discuté, qui sont de bords différents, mais plutôt à gauche, même eux disent « Mais c'est pas que les chefs qu'il faut qu'on élimine ». Il y a des milliers de terroristes combattants du Hamas. Donc quelque part, dans ce cas-là, ils assument le fait de faire peut-être des milliers de victimes parce qu'ils considèrent que quelque part, c'était le mot du président. Il y a responsabilité collective. Responsabilité collective. Donc punition collective. Or c'est dramatique. Ce qui pour nous Européens de l'Ouest n'est pas acceptable. C'est dramatique d'avoir. C'est pas comme ça qu'on les élimine. Mais bien sûr. Justement, on les renforce. On est en train peut-être de détruire des infrastructures, de tuer des chefs, effectivement, mais on renforce cette idéologie dans la tête des gens, et peut-être qu'on renforce ce sentiment et on renforce cette haine. Le sentiment de vengeance dont vous parlez existe des deux côtés. On parle aussi de vengeance dans le monde arabo-musulman, on l'entend aussi depuis ces bombardements. Donc finalement ça ne fait que renforcer la haine et rendre le problème encore plus... Oui, mais
Comment débrancher ces sentiments de vengeance de part et d'autre? Colonel Goya, est-ce qu'on se débarrasse vraiment du Hamas quand Tsahal finalement affiche cet objectif de se débarrasser de tous les membres du Hamas? Est-ce que finalement c'est possible? De toute façon, ils vont aller se cacher dans les... au Qatar aussi, de toute façon. Vous prenez toutes les organisations armées qu'il y a dans le grand Moyen-Orient, du Hezbollah au Liban jusqu'au réseau Haqqani, les talibans en Afghanistan, passant par l'armée du Mahdi en Irak, l'État islamique en Irak, etc., etc. Combien de ces organisations ont été détruites depuis le début des années 2000? Zéro. Aucune. Parce que c'est extrêmement difficile à partir du moment où ces organisations ont un minimum d'implantation populaire, c'est quasiment matériellement c'est quasiment impossible. On a atténué leur influence. Le groupe État islamique que la France a bombardé, oui. Le groupe État islamique aujourd'hui est quand même moins puissant que ce qu'il était quand il y a eu les attentats du Bataclan. Oui, tout à fait. Non, mais ce qu'on pouvait faire, c'est effectivement l'étouffer. C'est l'étouffer, l'écraser et au moins éviter, on en parlait tout à l'heure, qu'il se constitue en proto-État et qu'il se constitue une armée de 20 000 combattants, quoi. Et là, à cet égard, si Israël avait réagi peut-être un peu plus tôt, et si Israël avait aidé l'autorité palestinienne à combattre le Hamas en 2017 notamment, peut-être qu'on n'en serait pas, serait pas là. Si on met un mot sur les choses, on peut faire des choses quand même. L'ONU articule un mot qui est extrêmement lourd de sens. Il faut vous rappeler que ce débat avait eu lieu dans la guerre d'Ukraine aussi, c'est le mot de génocide. Absolument, c'est ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Alors en fait, il s'agit d'experts indépendants qui sont mandatés par l'ONU, par le Conseil des droits de l'homme, donc, mais qui ne parlent pas directement au nom de l'ONU. Regardez ce qu'ils disent. Nous restons convaincus que le peuple palestinien encourt un grave risque de génocide. Là, les mots sont très importants, hein, Darius. Oui, avec toujours ces deux lectures. Il y a ceux qui considèrent que c'est n'importe quoi parce que l'ONU est truffée de toute façon de pays du Sud qui sont anti-israéliens et anti-américains, et une partie du monde qui considère que c'est un contrepoids à la puissance anglo-saxonne, en gros. Oui. Vous avez vu que l'ONU a en son sein un comité des droits de l'homme présidé par les ayatollahs iraniens. Ouais. Donc moi, les leçons de morale de l'ONU, maintenant je m'en méfie un peu. Pour être très précis, je suis allé voir dans les statuts de la Cour pénale internationale la définition du mot génocide. Et en fait, vous savez quoi, on l'a fait aussi, mais allez-y. Mais allez-y, vous faites. Bon, j'espère qu'on a les mêmes résultats, mais sûrement. Et donc, c'est l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Y a-t-il aujourd'hui chez Israël la volonté de détruire les Gazaouis? J'ai pas ce sentiment-là, ne serait-ce que parce que ils ont appelé les civils à quitter la zone de Gaza. Donc je pense que ce mot génocide, qui évidemment, comme il s'agit d'Israël, a un sens tout particulier, je pense qu'il faut l'utiliser avec retenue. J'allais presque dire, c'est comme quand l'ambassadeur d'Israël à l'ONU sort l'étoile de David. Je pense que l'étoile jaune des Juifs persécutés pendant la guerre, il me semble qu'il y a des symboles tellement forts qu'il faut en user avec modération. Il y a cependant la nuance du partiel dans la définition. On pourrait laisser la définition. En tout ou en partie. En tout ou en partie. Et vu des Palestiniens, ils sont depuis 1948. Il y a la demande d'un État. On va voir tout à l'heure que les colonies illégales israéliennes, il n'y a toujours pas de démantèlement. Pour une partie des Palestiniens, oui, il y a une volonté, disons, peu à peu d'effacer ou de pousser leur peuple. Absolument, c'est une conviction des Palestiniens, mais aussi des pays arabes et des pays musulmans qui soutiennent la cause palestinienne. Et ce mot génocide, effectivement, c'est un mot très symbolique, qui est employé surtout pour la symbolique, je pense, par rapport au peuple palestinien. Et c'est un sentiment qui est très présent, un sentiment d'effacement, de destruction, d'élimination de ce peuple qu'on retrouve dans tous ces pays et qui nourrissent justement ce sentiment de vengeance et ce sentiment de solidarité. Oui, mais Myriam Amellal, je voudrais voir avec vous la suite de cette définition. D'ailleurs, vous aviez raison, on a la même définition, Guillaume Roquette, mais la suite sont qualifiées de génocide les atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité physique ou psychique, la soumission à des conditions d'existence mettant en péril la vie du groupe. Et là, il y a des personnes des personnes, en tout cas à l'ONU, qui disent qu'on s'en rapproche dans la bande de Gaza. Oui, alors moi je ne suis pas juriste, mais effectivement, quand on commence à décortiquer la définition, oui, il y a forcément des éléments qui s'en rapprochent. Après, effectivement, il faut que des experts s'y penchent et que tout coordonne, parce que ce sont des termes quand même qui sont très importants, qui ont une forte symbolique, mais ça n'enlève en rien le drame qui se passe dans la bande de Gaza. Alors, on s'attache à un mot, mais le drame est là et de toute façon,
les experts et les juristes définiront exactement de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui parlent de génocide et qui invoquent le génocide. Je pense à la République démocratique du Congo, l'Ukraine à l'égard de la Russie. Voilà, à l'égard de la Russie, mais c'est pas un débat qu'on peut avoir comme ça. D'abord, il faut pouvoir entrer dans la bande de Gaza, il faut pouvoir enquêter, il faut pouvoir voir ce qui s'y passe concrètement. Voilà. Les crimes de guerre, ça aussi c'est une définition, n'est-ce pas? Là aussi c'est le Larousse, c'est un peu moins Sophie, on n'a pas à aller voir dans les conventions de Genève parce que Larousse résume bien ça, n'est-ce pas? Oui ou non, crime de guerre. On va voir peut-être la définition s'afficher. Michel Goya, vous avez dit sur des plateaux précédents, crime de guerre, violation des lois et coutumes de la guerre, pillage, viol, assassinat, exécution des otages. Évidemment, alors pour le Hamas, ça ne se discute même pas. Là, on est au-delà, même dans le crime contre l'humanité, parce qu'il y a une dimension de destruction. Crime contre l'humanité, acte terroriste, crime de guerre, vous pouvez tout cumuler. Hein, c'est pas exclusif. Dans le cas d'Israël, s'il y a une disproportion dans la réplique, est-ce qu'il y a le risque de crime de guerre à vos yeux? Oui, bien sûr. C'est à partir du moment où vous touchez des civils, des populations civiles innocentes, par définition, plus que nécessaire, c'est un crime de guerre. Et donc, alors, la limite est assez floue, c'est ça. On considère qu'il y a toujours ce qu'on appelle des dommages collatéraux en temps de guerre, on ne peut pas l'éviter, mais la question, c'est la limite, jusqu'où? On peut considérer qu'il y a disproportion lorsque on considère que voilà, les atteintes à la population civile sont démesurées par rapport à l'objectif qui a été atteint. Guillaume ? Il y a un autre mot aussi dans la Convention de Genève, c'est l'intentionnalité. C'est-à-dire la volonté délibérée de tuer des populations civiles. Et ce qu'on peut dire, c'est que toujours ce droit de la guerre, parce que même si ça paraît un oxymore, ça existe, un bâtiment civil qui sert pour des militaires devient une cible militaire. Après, je ne peux pas dire si effectivement tous les bâtiments bombardés par Israël sont effectivement des bâtiments militaires, mais en tout cas, cette distinction, elle existe. Oui, en tout cas, l'un des porte-parole de Tsahal s'est exprimé aujourd'hui au sujet du génocide. Écoutez ce qu'il en dit. Nous sommes aujourd'hui en guerre contre le Hamas, et les Palestiniens souffrent du Hamas. Les Gazaouis souffrent du Hamas. Je pense qu'avant d'attaquer et de critiquer l'État d'Israël, il faudrait d'abord et avant tout critiquer et mettre au banc des nations ceux qui sont les responsables des meurtres et des atrocités, c'est le Hamas. Le Hamas, ce sont des Palestiniens, mais ce n'est pas le peuple palestinien tout entier. Oui, Elie Korchia. Oui, je voulais dire un petit mot. Effectivement, il a raison là-dessus, mais moi je voulais réagir sur ce que vous dites. L'élément intentionnel, c'est l'avocat qui parle, excusez-moi, mais l'élément intentionnel, il est fondamental, que ce soit en droit pénal commun ou que ce soit en crime de guerre. Ici, il y a un État qui est agressé avec des crimes que vous avez qualifiés, je pense que c'est tout à fait juste juridiquement, ce sont plus que des crimes contre l'humanité, ce sont des crimes contre l'humanité. Avoir voulu tuer sciemment, méthodiquement des enfants jusqu'aux vieillards. Mais il y a aussi une deuxième guerre dont il faut parler, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a 240 otages, des enfants de 9 mois jusqu'à des personnes de 87 ans, c'est ça, hein, les 240 otages qui sont dans la bande de Gaza, qui sont cachés dans les tunnels par les terroristes et qu'Israël a aussi comme mission de sauver. Parce que quand on sait que la vie humaine est la plus importante dans la guerre que mène Israël, il y a aussi cette guerre qui doit permettre aux Israéliens, aux soldats de Tsahal, de délivrer, si possible vivants, ces 240 otages. Est-ce que vous reconnaissez cependant que pour éviter qu'il y ait plein de vocations d'islamistes qui naissent, comme vous le disiez tout à l'heure, Myriam, il faut donner de l'espoir politique aux Palestiniens, c'est-à-dire qu'ils voient quelque chose au bout du tunnel, que les civils palestiniens se disent, il n'y a pas que le Hamas, il y a quand même un espoir. Vous avez raison. Malheureusement, il y a le temps politique et le temps des discussions et il y a le temps de la guerre. Israël a compris qu'il n'y aura jamais, malheureusement, avec ce qui a été vécu le 7 octobre. Je ne sais pas si on comprend. Est-ce qu'Israël a vraiment compris? Pardon, parce que écoutons ce qu'il en est des colons. Oui, bien sûr, pour le Hamas, mais les colons... c'est le Hamas qui doit être détruit aujourd'hui. Alors ça, c'est sûr, mais ensuite, est-ce qu'il y a un geste à faire? Israël occupe illégalement en Cisjordanie des territoires très importants. Vous êtes pour le démantèlement des colonies? Ah mais la question aujourd'hui n'est pas du tout sur les colonies. Non mais vous-même. Ah, mais sur les colonies, moi j'ai pas de. Je suis en France ici, je n'ai pas à me positionner sur la question des colonies. Elles sont illégales. Vous qui êtes homme de droit, elles sont illégales selon le droit international. Je ne suis pas rentré dans la question des colonies. On est en train de parler. Vous avez un avis, pardon, là-dessus. Moi, ce que je vois. Mais une fois le Hamas écrasé, on parle de ça. Une fois le Hamas écrasé, pour donner un espoir aux Palestiniens, évidemment, on se dit que c'est important que le droit international soit respecté et qu'Israël démantèle des colonies illégales. Je rappelle juste deux choses.
la bande de Gaza, quand elle a été restituée il y a 17 ans déjà au Hamas, et on a vu ce qu'ils en ont fait, elle a été restituée par qui? Par Ariel Sharon. Deuxièmement, la volonté d'Israël de faire la paix avec les Palestiniens et les discussions constantes qu'il y a eu avec l'autorité palestinienne, ça servait bien à essayer d'aboutir à une solution Alors, de on paix. ne voulait pas vraiment répondre à la question. En tout cas, la Maison-Blanche, elle, critique assez durement Israël à ce sujet, surtout les récents événements. On va voir ça avec vous, Émilie. Oui, les violences étaient déjà très présentes en Cisjordanie entre colons israéliens et les civils palestiniens, mais elles se multiplient depuis le 7 octobre. 3 Palestiniens et 1 Israélien ont été tués ce matin lors de violentes bagarres à plusieurs endroits de la Cisjordanie occupée. Selon l'autorité palestinienne, plus de 130 Palestiniens auraient été tués et 2000 Palestiniens blessés en moins de 3 semaines. Là, selon les chiffres des Nations Unies, cette fois, 1000 Palestiniens ont été déplacés de force. Il y a 7 incidents par jour. C'est beaucoup plus que par rapport à d'habitude. Sur les réseaux sociaux se multiplient des vidéos d'une très rare violence. En fait, elles sont parfois tellement insoutenables qu'on ne peut pas vous les montrer. En revanche, on va vous donner quelques exemples qu'on a floutés. Sur certaines images, on voit des Palestiniens qui sont nus, qui ont les yeux bandés, qui sont traînés au sol. D'autres sont battus. On y voit des agressions sexuelles sur ces vidéos, des actes de barbarie. Toutes ces vidéos ont été authentifiées par nos services, on tient à vous le rappeler. Également des vidéos d'humiliation. Un soldat réserviste avec un homme, il est menotté, il a les yeux bandés, il l'oblige à danser. Ça peut sembler moins choquant, mais c'est de l'humiliation. Un autre est forcé à poser avec le drapeau israélien. Et aussi d'autres exemples où un professeur, par exemple, de 40 ans qui cueillait des olives avec sa famille a été tué là aussi. Alors, l'atmosphère sur place, on le dit, elle est très néfaste. Au-delà de ces actes d'une violence inouïe, écoutez notamment ces témoignages de Palestiniens sur place. Après le 7 octobre, la situation a changé. Ils ont commencé à attaquer nos maisons ainsi que les personnes qui s'y trouvaient. La situation est devenue plus effrayante. Tous les gangs de colons que nous connaissons déjà, qui sont tous des criminels condamnés, ont commencé à attaquer nos maisons en portant des uniformes militaires et en menaçant les gens de partir. Myriam Amelal, on le voit finalement, ces actes de violence se sont multipliés, notamment depuis le 7 octobre. On le voit, bon, la bande de Gaza est bombardée, oui, mais il y a des actes de vengeance en Cisjordanie aussi. Oui, absolument. Ce sont des actes de vengeance, et vous le disiez, qui sont parfois filmés, postés sur les réseaux sociaux et qui amplifient encore la volonté de vengeance de l'autre côté. Et encore une fois, ça crée, ça amplifie la haine entre les deux camps. Mais ces vidéos, je tiens à le préciser, ce genre de vidéos, le sonore qu'on a entendu le dit très bien, ça s'est amplifié, ça s'est aggravé depuis le 7 octobre, mais elles existent depuis longtemps. C'est juste que la communauté internationale a mis sous le tapis la question palestinienne et on a un peu oublié que ce conflit existait, mais ces vidéos on voit régulièrement des vidéos semblables sur les réseaux sociaux, le monde arabe les reçoit, et c'est pour ça que souvent on entend cette phrase 2 poids 2 mesures, on parle de la guerre en Ukraine, on parle de ce qui se passe ailleurs, mais on ne parle jamais de ce qui se passe chez nous. Ces colons, c'est une puissance en Israël, c'est une puissance électorale, une puissance d'influence importante. Absolument, c'est une puissance électorale, vous l'avez dit, importante, et il représente aussi une espèce de pression aussi pour la coalition de Benjamin Netanyahou. Donc ils se sont renforcés et ils ont fragilisé justement cette paix qui était déjà très précaire, et ça a amplifié justement ce sentiment dont on parle, ce sentiment de poids de mesure, ce sentiment d'abandon de la communauté internationale et du monde arabe. Attention, il faut bien le préciser, les Palestiniens et la rue arabe, si je puis dire, sans un abandon de la rue arabe et de la cause palestinienne. Et aujourd'hui qu'elles ressurgissent de la sorte, on a l'impression de découvrir, mais ces vidéos, je vous le dis, on les voyait. Il y a d'autres vidéos qui ont beaucoup choqué, celui de l'enterrement de la journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, qui a été diffusée et qui a choqué l'opinion palestinienne, arabe, mais aussi internationale. Donc elles existaient, c'est juste qu'on ne les voyait pas, qu'on ne les regardait pas, qu'on regardait ailleurs. Et aujourd'hui, elles réapparaissent, et on voit aussi ce que cette colonisation, cette poursuite de la colonisation a provoqué dans cette région. Elie Korchia, est-ce que ça rend pour vous plus urgent effectivement de démanteler ces colonies ? Très sincèrement, je vous réponds sincèrement, je pense que la guerre qui est en train d'être vécue en Israël suite aux attaques du Hamas
aujourd'hui fait que cette discussion n'a même pas lieu d'être en Israël. C'est-à-dire qu'il y aura un temps, vous l'avez dit, après la guerre, où à mon sens, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en question, parce que d'abord, il y aura une commission d'enquête. Je pense qu'il y aura des changements politiques majeurs en Israël après la guerre. Bien sûr, mais pardon, si on entend tous les points de vue, du point de vue des Palestiniens, ça fait combien d'années que les résolutions de l'ONU là ne sont pas appliquées? C'est les résolutions de quelle année? Enfin, quand vous voyez la dernière résolution de l'ONU du 27 octobre, qui ne dit pas un mot, une résolution de la honte du 27 octobre, qui ne dit pas un mot sur les otages, les 240 otages, et sur les victimes des attentats du Hamas, on sait quoi penser aussi des résolutions de l'ONU. Si je peux me permettre, c'est très compliqué parce qu'en même temps, les temps sont parallèles en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a eu 110 ou 120 morts depuis 3 semaines ou un mois en Cisjordanie. Même si vous considérez Palestiniens qui auraient été tués. Palestiniens qui ont été tués. Même si vous considérez que ça n'a rien à voir avec la guerre que vous menez au Hamas à cause du massacre du 7 octobre, pour l'image et pour l'opinion internationale, la situation qui n'est pas réglée en Cisjordanie donne pardonnez-moi l'expression, et il n'y a jamais de bonnes expressions. De toute façon, on parle tellement de choses atroces que les expressions ne sont jamais les bonnes. Mais ça donne du grain à moudre à ceux qui disent il y a 2 poids 2 mesures. Et la preuve, c'est que des centaines de milliers d'Israéliens ont manifesté tous les samedis pendant des mois contre le gouvernement Netanyahou et ses alliés d'extrême droite parce que justement, ils ne s'occupaient pas des colons. Beaucoup de colons sont des religieux et c'est en plus le poids des religieux qui a fait que ces colons ont été gardés par les soldats, la frontière de Gaza a été dégarnie et c'est une des raisons pour lesquelles Gaza a pu être attaquée. Donc vous ne pouvez pas dire on verra ça après. Pour l'image de l'attaque que vous menez... Non, attendez. Moi, d'abord, je ne mène aucune attaque. Je suis français, je ne suis pas israélien. Non. Et encore une fois, mais j'entends... Non, mais pour la guerre contre le Hamas, pour l'image, vous voyez ce que je veux dire. Je vous dis ce que j'ai entendu en Israël, donc moi, je... Mais vous avez un avis, je vous dis juste... Je vous dis juste ce que vous avez entendu, mais vous avez un avis vous-même. Mais bien sûr que j'ai un avis. Mais enfin, moi, je suis ici, comme vous, ici, sur un plateau en France. Je n'ai pas ma vie qui dépend aujourd'hui d'une guerre avec mes enfants qui combattent en Israël. Je ne suis pas israélien. Mais ce que je vous dis de ce que j'entends en Israël, c'est que ces questions-là viendront après le temps de la guerre, parce qu'aujourd'hui, le Hamas a réussi quelque chose que ni Al-Qaïda, ni Daesh, ni l'État islamique n'avaient réussi à faire, disons-le quand même. C'est que cette haine d'Israël, cette haine de l'État d'Israël, fait que le Hamas a réussi à fédérer la rue arabe, pour reprendre ce que vous disiez il y a quelques instants, derrière elle, alors qu'aucun autre mouvement terroriste n'avait réussi à tout le monde s'exprime, Guillaume. Oui, mais ces questions viendront après. Il n'empêche quand Emmanuel Macron s'est rendu en Israël, il a immédiatement parlé d'une solution à 2 États. Ce qui fait que, voilà, il propose aussi des solutions. La démocratie israélienne parle de la solution à 2 États depuis des décennies. Oui, mais malheureusement, aujourd'hui... Avant même les 2 États, c'est pas les Palestiniens qui sont en cause. C'est le Hamas qui a mis main basse sur Gaza et sur la cause palestinienne. Renaud parlait d'un effet d'image désastreux. Je pense qu'il y a même un sujet de cohérence. C'est-à-dire qu'Israël, à juste titre, se défend et se bat peut-être même de façon existentielle contre le Hamas. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que malheureusement, on ne pouvait pas éviter cette intervention à Gaza, y compris avec les pertes civiles lourdes. Mais il me semble que, puisque Israël se bat au nom des principes, au nom de ces mêmes principes, il y a un problème avec les implantations dans les territoires occupés. Et malheureusement, on a un peu le sentiment, je mets les guillemets qui s'imposent, qu'il y a une sorte d'effet d'aubaine, c'est-à-dire que les colons en Cisjordanie se disent, bon, on regarde de l'autre côté, Israël est odieusement agressé, encore une fois, de façon innommable par le Hamas, et donc, nous, on peut peut-être essayer d'élargir un petit peu nos implantations. La Maison-Blanche, là, il y a un sujet de principe qui n'est pas... Écoutez, Joe Biden lui-même, Joe Biden, qui n'est guère soupçonnable d'être un ennemi d'Israël, qui est très critique sur ces colons qui occupent illégalement la terre et surtout qui se livrent à un certain nombre d'exactions. Je continue de m'inquiéter des attaques de colons extrémistes contre des Palestiniens en Cisjordanie. Ils jettent de l'huile sur le feu en les attaquant dans des endroits où ils ont le droit d'être. Cela doit cesser. Ils doivent être tenus pour responsables. Cela doit cesser maintenant.
Et il n'y a pas que Joe Biden, il y a aussi Tsahal qui a réagi aujourd'hui, qui a dit ce sont des images qui ont choqué. Donc en fait, donc au plus haut niveau de l'armée, le comportement des soldats qui apparaît dans ces vidéos qu'on a montrées tout à l'heure est grave. Il va à l'encontre des valeurs de Tsahal. Tous ces incidents font l'objet d'une enquête. Un soldat a d'ores et déjà été renvoyé de son service de réserviste. Voilà, donc ça vient même de l'armée israélienne. Mais il faut savoir que Tsahal est une des armées, enfin je parle sous votre contrôle notamment, c'est une des armées les plus morales au monde et elle est connue pour cela. Donc effectivement, quand la déclaration que je lis là, dont vous parlez de Tsahal est faite, effectivement, lorsqu'il y a des exactions, voire des débordements, voire des comportements qui n'ont pas lieu d'être, je sais qu'à Tsahal, les mesures sont prises régulièrement. Mais là, c'est pas Tsahal, pardon. Là, ce sont les colonies illégales. Oui, voilà, non, bien sûr, vous avez raison. Et ça, voilà. Non, mais la déclaration là, c'est de Tsahal. Quand il y a des personnes qui sont malheureusement vous savez, les extrémistes, on en a partout. Certains en ont beaucoup plus que d'autres, mais on peut en trouver partout. Lorsqu'il y a des comportements qui nous avions il y a quelques temps, et M. Lapid, qui est l'opposition, même l'opposition israélienne n'est pas pour démanteler l'économie. Elle préfère rester dans l'illégalité d'occupation parce que, évidemment, là, on est dans une logique simplement d'intérêt contre intérêt. Oui, puis c'est une question aussi politique. Vous savez très bien qu'il y a aussi le poids de la pression de ces partis, de ces petits partis qui font la pluie et le beau temps à la Knesset. Et qu'on ne peut pas non plus se mettre tous ces partis à dos parce qu'il suffit qu'un parti démissionne pour que la coalition tombe. Et on l'a vu, combien d'élections il y a eu en Israël ces dernières années, combien de fois on a changé de Premier ministre, combien de fois Benjamin Netanyahou a remis son mandat en jeu. C'est le système aussi politique qui fait que... Et c'est ces petits partis qui ne représentent pas un gros poids, mais qui, ensemble, font la pluie et le beau temps à la Knesset. Et c'est aussi pour ça que ces décisions courageuses ne sont pas forcément prises. Et voilà. Est-ce qu'il pourrait y avoir une différence française en cela ? Il faut rappeler que Chirac, avant lui, De Gaulle, évidemment, ont incarné une politique un peu différente des États-Unis. Est-ce que, selon vous, il reste encore une marge ? Mais oui, il reste une marge. D'ailleurs, c'est dit par Emmanuel Macron. Mais je dirais... Qu'est-ce qui est différent ? Qu'est-ce que la France fait de différent des États-Unis, là ? Non, par exemple, Emmanuel Macron a demandé une trêve humanitaire bien avant les États-Unis. Ça fait 10 jours. Emmanuel Macron a demandé une trêve humanitaire lorsqu'il a été... que les États-Unis ne demandent pas. Ils demandent une pause uniquement pour évacuer les prisonniers. Oui. Et d'ailleurs, Blinken, le conseiller, vient demain à Tel Aviv pour discuter, soi-disant d'une pause. Mais enfin, moi, j'ai pas vraiment compris quel était le sens de cette pause. La France a demandé tout de suite, tout comme l'Espagne, tout comme le Portugal. On voit qu'il y a des divisions au sein de l'Union européenne. Mais je dirais que pour le coup, les autorités israéliennes, sur le cessez-le-feu, n'en ont cure. Et à la limite... Moi, ça, je ne suis pas là pour donner mon avis, mais je dirais quand on entend certains qui disent la guerre ne fait que commencer, on ne va pas faire un cessez-le-feu contre le Hamas, ça peut s'entendre. En revanche, sur la Cisjordanie, je pense que si le gouvernement donnait un signal vis-à-vis des opinions mondiales, le fait de dire on se moque des opinions mondiales parce qu'on est en guerre, je pense que c'est quelque chose de court terme, mais à moyen et long terme, c'est pas positif. Mesurons l'évolution en France du discours politique. On va entendre l'archive fameuse de Gaulle en 67. Là, c'est une autre guerre, évidemment. C'est la guerre contre les États arabes. On n'est plus dans la guerre contre l'islamisme. Mais écoutez bien cette séquence. Elle paraît lunaire vue de 2023. C'est la fameuse séquence où De Gaulle, les communautés juives du monde entier lui en ont beaucoup voulu pour ça, n'est-ce pas ? Parler de peuple sûr de lui et dominateur. Mais observez bien le petit geste de la main de Gaulle, parce que même sur la fondation d'Israël, il a l'air un peu dubitatif. Il a ce petit geste en disant des conditions plus ou moins justifiables. Et évidemment, vu d'aujourd'hui, ça montre la grande différence de ce qu'était alors la politique de la France. Écoutez. On pouvait se demander, en effet, et on se demandait, même chez beaucoup de Juifs, si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles, n'allait pas entraîner d'interminables frictions et conflits. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur,
n'en vienne à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles. L'an prochain à Jérusalem. Qui a connu la chose. Et vous vous rappelez, à l'époque, n'est-ce pas, Raymond Aron avait été ulcéré par ses propos, les Français de confession juive ulcérés par ses propos. Ça, c'était la France qui marquait une très grande différence, qu'on soit d'accord ou non, avec la politique américaine. Oui, c'était un tournant parce que au moment de la fondation de l'État d'Israël en 1948, la 4e République soutient l'État hébreu, y compris de façon militaire. Et en fait, quand le général de Gaulle revient au pouvoir, très vite, il est agacé, préoccupé, contrarié par les volontés d'expansion d'Israël. Et il envoie d'ailleurs des messages et de façon aimable mais ferme, les Israéliens disent écoutez, mêlez-vous de vos affaires, et ça le général de Gaulle n'aimait pas trop. Donc effectivement, d'où cette espèce d'équilibre qu'on a appelé la politique arabe du Quai d'Orsay, c'est-à-dire de dire on soutient Israël, il faut relire le discours admirable de François Mitterrand en 1982 à la Knesset qui réaffirme le droit absolu d'Israël à exister, mais juste après, il y a l'impératif des deux États. Le problème, c'est que ça date de 82, on est en 2023 et les deux États, on les voit toujours pas. Oui, je crois me souvenir que dans ce discours, il est dit aussi, De Gaulle dit, bien sûr, si Israël était menacé, nous serions les premiers à venir le défendre. Il faut quand même le rappeler que le même De Gaulle était très proche de Ben-Gurion, le fondateur, le père fondateur de l'État d'Israël, avec qui il échangeait beaucoup. Alors, si Israël est menacé, la question se pose à nouveau aujourd'hui, non pas seulement à une échelle de petite régionale, mais à une grande échelle, puisqu'on voit à quel point des fronts s'ouvrent les uns après les autres, n'est-ce pas, Émilie, y compris au nord avec le Hezbollah. Oui, l'armée israélienne fait état de nouvelles tensions à la frontière israélo-libanaise. Des tirs de roquettes sont partis du Liban aujourd'hui et ont atteint Israël. Regardez ces images, on est à Kiryat Shmona. Le Hezbollah libanais affirme avoir attaqué aujourd'hui 19 positions israéliennes et des sites militaires. Les forces israéliennes, quant à elles, affirment avoir touché des cibles terroristes qui appartenaient au Hezbollah. Alors c'est Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal, qui le dit. La réponse va se traduire par des actes et non par des mots. Les avions de combat de l'armée israélienne de la défense ont frappé une série de cibles appartenant au Hezbollah, au Liban, notamment des avant-postes militaires, des infrastructures terroristes, des quartiers généraux, des rampes de lancement de roquettes et des entrepôts d'armes. Une longue série de cibles a été attaquée ce soir, en réponse aux tirs de roquettes effectués plus tôt depuis la frontière libanaise en direction du district nord d'Israël. Dans le nord, Israël répondra par des actes et non par des mots. Il faut le dire, depuis le 7 octobre, les échanges de tirs sont quotidiens entre Tsahal et le Hezbollah. Ces violences ont fait 66 morts dans le sud du Liban, 48 combattants du Hezbollah et côté israélien, 8 soldats et un civil ont été tués. Alors, colonel, on se demande quand même si tout cela ne va pas prendre encore plus de proportions, parce qu'on sait que le chef du Hezbollah doit s'exprimer demain à 15h. On saura alors, a priori, si la milice libanaise va entrer véritablement en guerre contre Israël. Oui ou pas, en fait, on ne sait pas grand-chose. Ce qu'on constate. Ce sont les bruits qui courent, en tout cas, même les Libanais s'expriment au sujet de cette intervention. Pour l'instant, la position du Hezbollah et de l'Iran, c'était quand même globalement plutôt une position de dissuasion vis-à-vis d'Israël, en disant n'allez pas trop loin, ne partez pas à la conquête, voire la destruction de Gaza, parce que voilà, nous interviendrons. Bon, entre-temps, il y a eu la contre-dissuasion américaine qui est intervenue quand même, c'est-à-dire qu'avec un déplacement colossal de forces américaines qui a doublé la puissance de feu locale. Je rappelle que si on ne peut pas imaginer des frappes américaines sur la bande de Gaza contre la Hamas ou des soldats américains combattant à côté de soldats israéliens contre les Palestiniens, on peut en revanche tout à fait imaginer des frappes américaines contre le Hezbollah, contre l'Iran, mais d'abord contre le Hezbollah. Les Américains se souviennent que le Hezbollah, parce que c'est en tout cas eux, c'est le Hezbollah qui avait été désigné, leur a tué 241 soldats, 241 Marines le 23 octobre 1983. C'est attribué au Hezbollah, c'est pas sûr, mais c'est attribué au Hezbollah. Ça, les Américains s'en souviennent et ils sont prêts, en tout cas, à taper sur tout le Hezbollah et tous les alliés, en réalité, de l'Iran. Et donc ça
ça pèse quand même dans la décision. Et puis derrière, vous avez en réalité, oui, le Hezbollah, on sait très bien qu'il n'a pas du tout intérêt, pour des tas de raisons liées à la politique libanaise, à lui-même se lancer dans la guerre. Mais bon, il y a quand même le précédent, n'est-ce pas, de 2006, n'est pas toujours un argument suffisant. Le Hezbollah a montré en 2006 déjà une puissance de feu qui avait été sous-estimée à l'époque par Israël. Ça avait été le premier traumatisme, n'est-ce pas, avant l'immense traumatisme d'aujourd'hui. Les Israéliens voyaient qu'ils avaient fort à faire. Oui, bien sûr. C'était un peu un coup de tonnerre. C'est-à-dire que ça a commencé d'ailleurs, c'était à l'époque où le soldat Gilad Shalit avait été capturé près de la bande de Gaza. Il y avait une opération déjà militaire contre le Hamas déjà à cette époque. Et le Hezbollah était intervenu, notamment par un raid à l'intérieur de la frontière. Ils avaient tué 8 soldats israéliens, ils avaient capturé 2 prisonniers, et le gouvernement israélien de l'époque avait décidé de reporter l'effort sur Hezbollah en disant, là aussi, nous allons détruire le Hezbollah. Et puis finalement, ça a été un échec. Regardons cette carte, on comprend bien ces fronts. Il y a le front, évidemment, Gaza, l'opération israélienne dans Gaza maintenant. On rappelle les nouvelles de la soirée, c'est comme l'armée israélienne qui dit on encercle Gaza. Et puis au nord, le front libanais, avec le Hezbollah extrêmement menaçant. Et en plus, la Syrie de Bachar el-Assad. Ça fait quand même une extension où, au fond, on est déjà. 360 000 réservistes pour un pays à l'échelle, un petit pays comme Israël à son échelle, c'est énorme. Et ces 360 000 réservistes, ces jeunes et d'autres qui ont été appelés par Tsahal pour venir défendre le pays, c'est parce qu'il y a plusieurs fronts, comme vous le dites très bien. Il y a la zone de Gaza, évidemment, le combat contre le Hamas pour démanteler le Hamas et éradiquer ses infrastructures et ses soldats terroristes. Mais il y a le front nord, comme vous le dites. Vous parliez de Kiryat Shmona, on voyait ces incendies à Kiryat Shmona. Il faut savoir que la ville de Kiryat Shmona a été intégralement vidée de ses habitants. Il y a 250 000, on ne le dit pas beaucoup, mais c'est un chiffre quand même qu'il faut rappeler à l'échelle d'Israël, 250 000 Israéliens qui ont été déplacés, qui sont réfugiés dans leur propre pays, dans des zones plus sécurisées, qui ont dû quitter du jour au lendemain leurs habitations. Et ces 250 000 habitants, c'est notamment ceux de Kiryat Shmona qui ne pouvaient plus rester dans la ville parce qu'on savait très bien qu'il y allait avoir des tirs de roquettes incessants. Et vous voyez ces tirs qui, malheureusement pour certains... Il y a un troisième front, le front sud, Eilat. Bien sûr. Eilat, qui est sous la menace du Yémen, des Houthis. On en parlera dans un instant, oui. Mais justement, vous nous devancez un petit peu, Renaud, on en parlera dans un instant. Mais juste pour finir justement sur le Hezbollah, on surveillera de très près le message qui doit être adressé demain par le chef Hassan Nasrallah. D'ailleurs, il y a un clip de propagande qui est diffusé sur les réseaux sociaux pour teaser cette intervention. Écoutez ces Libanais qui s'expriment depuis Beyrouth au sujet de cette intervention, justement. Si Nasrallah avait voulu entrer en guerre, il l'aurait fait directement au début de l'opération militaire du Hamas. À ce moment-là, Israël a reçu une frappe soudaine. Et son intervention l'aurait affaibli encore plus. En même temps, je pense qu'il est possible pour lui d'entrer en guerre, mais qu'il attend le bon moment. Je pense que le Hezbollah est confus. S'il entre en guerre, il se heurte à un problème avec une partie de la population. Et s'il n'entre pas en guerre, il se heurte également à un problème avec l'autre partie de la population. J'espère que Nasrallah sera en mesure de trouver un équilibre entre ces deux questions. Myriam, est-ce qu'on sait ce que pense finalement la population libanaise? Est-ce que ce qu'on vient d'entendre, c'est représentatif de ce que pense l'opinion publique? Alors, c'est très difficile de savoir ce que pense l'opinion libanaise parce qu'il faut savoir que le Liban vit une crise sans précédent, que les Libanais n'ont pas de quoi manger, qu'ils n'ont pas de quoi s'éclairer, que la situation est vraiment désastreuse. Pour vous donner un exemple, des médecins libanais émigrent en Irak. Vous dire à quel point la situation est difficile. Effectivement, ils ont vécu une guerre en 2006 qui a été terrible, dont ils se souviennent encore. Et puis, voir le Hezbollah attaquer Israël par solidarité pour les Gazaouis sous l'ordre de Téhéran, pour les Libanais, ça s'appelle la guerre des autres sur notre territoire. C'est comme ça que les Libanais la qualifient. Et le régime a peur du Hezbollah. Écoutez peut-être, parce que c'est tellement sidérant, le ministre libanais qui dit que dans le doute, il préfère surtout pas affronter le Hezbollah, n'est-ce pas? On voit à quel point les islamistes terrorisent dans le monde palestinien, mais aussi au Liban. Ils prennent en otage aussi. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous disputer avec le Hezbollah parce que nous ne voulons pas de guerre civile.
Si nous devions choisir entre une guerre civile et une guerre régionale, eh bien, ce serait une guerre régionale. Une guerre civile ne s'arrête jamais. Une guerre régionale, le Conseil de sécurité peut intervenir et ça s'arrête en 1 ou 2 semaines. Myriam Hamel, c'est terrible ça, parce qu'évidemment, l'autorité palestinienne a peur du Hamas et les Libanais ont peur du Hezbollah. Les Libanais, le pouvoir libanais, si on peut parler de pouvoir. Ce qu'il en reste. Voilà, ce qu'il en reste. Mais ce que j'aimerais rappeler aussi, c'est la période 2019, toutes ces manifestations au Liban, où on a vu les Libanais rejeter toutes les tendances religieuses, rejeter cette confessionnalisation du pouvoir, y compris le Hezbollah, alors qu'il y a quelques années, on disait que le Hezbollah, c'était la seule armée pour défendre le Liban, etc. Donc il y a vraiment un changement aussi dans l'esprit des Libanais qu'il ne faut pas négliger. Après, le Hezbollah, on a peur du Hezbollah, effectivement. Et on regarde, tout le monde regarde du côté du Hezbollah. Le Hezbollah, c'est aussi celui qui va peut-être organiser ce front contre Israël, parce que on parle beaucoup du Hezbollah, de cette milice, mais il y a d'autres milices financées par l'Iran. Elles sont très nombreuses. Regardez du côté de l'Irak, par exemple. Depuis que l'Iran a une mainmise sur l'Irak, eh bien, il y a pléthore de milices. Il y a ce qu'on appelle Al-Hashd al-Sha'bi, qui est une coalition d'environ 80 milices, principalement chiites. Il y a aussi des milices sunnites. On va voir la carte des milices, parce qu'effectivement, ils sont présents en Syrie, ils sont présents, on va en parler aussi si on a le temps, chez les Houthis, au Yémen. Voilà, regardez, alors il y a l'Iran, avec une puissance déjà si considérable, mais ils ont leur force d'influence en Syrie, au Liban, Hezbollah, en Irak, ils sont très nombreux en Irak et au Yémen. Alors en Irak, je vous parlais de ce Hashd al-Sha'bi, on estime le nombre de combattants à 230 000 hommes. L'armée irakienne, c'est 300 000 hommes. Donc c'est dire à quel point c'est important. C'est des milices qui sont déjà présentes dans la région, parce que qui s'étaient déplacées pour protéger le régime de Bachar al-Assad. D'ailleurs, c'était assez intéressant, parce que c'est des milices qui ont combattu des groupes terroristes sunnites, et il y avait d'ailleurs une tension entre le Hamas et le Hezbollah en raison de ces combats et de cette prise de position de ces milices chiites en Syrie. Il y a par exemple 2 milices chiites en Syrie qui sont intéressantes. C'est Zainabiyoun, qui est composée de Pakistanais chiites résidant en Iran et envoyés par Téhéran. Et puis une autre milice, Al-Fatimiyoun, qui est une milice composée d'Afghans Azaris, donc de la minorité chiite en Afghanistan, envoyée également par Téhéran. Donc vous voyez la composition de toutes ces milices qui sont très importantes et qui sont déjà déployées. Avec une capacité de feu, n'est-ce pas? Pardon, je vous interromps, mais c'est vous-même qui l'introduisiez tout à l'heure. Les Houthis, tous ces gens-là sont très armés. Les Houthis, ils ont réussi à tirer à des centaines, à des milliers de kilomètres jusqu'à Sur-Elat. Et ils ont officiellement déclaré la guerre à Israël. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on attend effectivement ce que va dire Hassan Nasrallah demain dans son discours. On a du mal à imaginer qu'il ne parle pas de guerre, parce que c'est son vocabulaire, j'ai envie de dire, c'est ses discours depuis des décennies. Et pour eux, ça serait kamikaze. Vous en pensez quoi, vous? Ça serait kamikaze, non? Ça serait kamikaze, mais ça ouvrirait un front. Ouais. Et ce ne serait pas kamikaze d'un point de vue politique, parce que c'est aussi une organisation politique. Ils ont aussi la pression des combattants qui sont sur le terrain. Mais la moitié des Libanais les détestent. Et ils ont du mal à tenir en même temps leur territoire sud. Donc... C'est pour ça que c'est compliqué pour Hassan Nasrallah, parce qu'il a la pression des combattants, et il a la pression de la population libanaise. Et c'est un peu, on peut dire la même chose aussi des autres pays arabes, même si ce ne sont pas des organisations comme le Hezbollah qui les dirigent. Élite et peuple, oui, c'est ça. Voilà, on voit très bien que la Jordanie est aussi bien embêtée par cette situation. L'Égypte de Abdel Fattah al-Sisi, dont l'ennemi ce sont les frères musulmans. Et toutes ces opinions sont évidemment chauffées à blanc par ce qui se passe dans la bande de Gaza, et en particulier les très nombreuses morts de civils palestiniens. Oui, absolument.